Aujourd'hui, alors c'est pourquoi la berbérité dérange les régimes d'Afrique du Nord. Et pour cela, la CB a invité, bien sûr, Méziane Abad, qui va être le modérateur de cette conférence, avec Rachid Oufkir, qui est lui Rifin, c'est bien ça, hein, et Merwan Meloua, hein, c'est ça, donc qui est rappeur, lui, qui est d'origine tunisienne, mais on est tous des berbères. Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, hein, ce qu'on a essayé de démontrer le dimanche dernier lors de la manifestation qui a lieu de Stalingrad à la place Voltaire. Hein. Bon, bah, écoutez, maintenant je vais leur laisser la parole, mais avant tout, je voudrais rappeler à tous les gens qui sont ici, d'abord de vous remercier d'être venus assister à cette conférence, et vous rappeler et rappeler à tous que nous allons aussi le 6 mai faire le vernissage de l'exposition de Farid Mamri à 14 h. Et puis le 17 mai, nous aurons le plaisir de recevoir Améziane Kezar pour son dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Suis-moi si j'y suis ». Méziane Kezar, on l'appelle aussi Georges dans l'intimité parce que c'est lui qui a fait il y a quelques années la traduction des chansons de Georges Brassens en kabyle. Il a fait tout l'ouvrage, il a fait toutes les chansons. Vous pouvez trouver ça en librairie ou sur Amazon, je ne sais pas. Nous n'avons plus ici le livre, je crois. Eh bien, maintenant, je laisse la place aux conférenciers. Je vous remercie. Je te laisse le temps, prends ce micro. Merci. Merci pour la CIB, pour cette activité et nous avoir donc offert cette opportunité de nous rencontrer et puis de partager ce petit moment de débat avec vous. Très honoré d'animer cette table avec Rachid Oufkir, qui est un grand militant que je respecte énormément, Rifin, et très heureux aussi d'avoir Marwan Meloua. Comme beaucoup de Kabyles, beaucoup de Berbères, on l'a découvert à travers YouTube, parce que Marwan Meloua, c'est un rappeur d'expression amazigh tunisien, et on l'a tous découvert donc, à travers YouTube, on a gardé contact, et aujourd'hui on a eu l'occasion de se voir pour la première fois, et d'animer aussi une table commune. Donc, j'aimerais bien rajouter peut-être encore dans le titre, pourquoi les régimes, pourquoi la berbérité dérange encore les régimes de l'Afrique du Nord. La berbérité, notamment depuis qu'on l'a conceptualisée, donc c'est devenu un projet. Mais au début, je pense au début, avant même 1980, donc avant les années 80, et la conceptualisation du concept de la berbérité, donc d'une revendication culturelle, c'est devenu pour moi un projet. Parce que les porteurs de ce combat de la berbérité véhiculent aussi le combat pour l'égalité, pour la laïcité, pour la démocratie, et donc ce qui est devenu un projet. Mais avant cela, la berbérité en elle-même, ça veut dire l'existence même de la berbérité en Afrique du Nord dérangeait énormément les régimes de l'époque, parce que la berbérité, les berbères, la culture berbère, remet en cause leur projet du panarabisme, parce qu'à l'époque, ils voulaient constituer ce qu'on appelle le monde arabe, ou même le Maghreb arabe. Donc la berbérité va à l'encontre de ce projet. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il me semble, là, moi je suis historien et je suis là pour donner un peu mon avis, parce que je vois beaucoup de têtes, et des grandes têtes. Donc vous pouvez me corriger si je faute, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque du panarabisme, la berbérité était dérangée parce qu'elle remettait en cause
le fond même de ce projet, du panarabisme. Quand le berbérité a été conceptualisée, donc c'est devenu un projet, elle dérangeait parce qu'elle va à l'encontre aussi des politiques menées par ces régimes. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle la berbérité dérangeait, donc après l'indépendance, même avant l'indépendance, et après 80. Après 80, parce que c'est une date importante, qui a fait connaître la cause d'ailleurs non seulement en Afrique du Nord, mais même ailleurs. Et le cas tunisien peut être très intéressant sur ce point, parce que justement le projet du panarabisme a poussé Bourguiba à laminer complètement l'existence de la culture et l'existence des Berbères en Tunisie. Cette histoire aussi me rappelle le cas de la Libye. Quand j'ai rencontré les premiers Libyens militants, Libyens que j'ai rencontrés de ma vie, je les ai rencontrés en Tunisie en 2012. Et à l'époque, ils me disaient que sous Kadhafi, ils ne savaient même pas que des Berbères existaient en Libye. Ils l'ont su après ce qu'on appelle, entre guillemets, la révolution, après le printemps arabe. Et c'était à la fois un choc pour moi, et c'était un choc aussi pour eux de découvrir que d'autres personnes partagent une autre histoire, une autre langue. Chose incroyable. Le cas marocain peut être plus particulier, mais comme on parle souvent du cas kabyle ou du cas algérien, on parle peu du cas tunisien et du cas marocain. Et au Maroc, évidemment, il y a le combat des Rifins, mais pas que. Rachid est mieux placé pour nous en parler. Et d'ailleurs, on va commencer par lui. Une question peut-être simple, parce qu'on compte de l'extérieur, on n'arrive pas à comprendre le combat Rifin, notamment le dernier. Donc on ne sait pas est-ce que le combat Rifin était à la fois était un combat socio-économique, parce qu'ils essayent de le présenter ainsi, ou c'était un combat berbériste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, bon, tout d'abord, Azul Marra, avec M. Dma, Azul Labrnes. نتحدث تمسموت l'ACB, نتحدث عبان مزيان l'invitation. Donc, bon, j'ai été invité justement pour participer donc à cette table ronde autour de la question donc pourquoi la berbérité dérange les régimes d'Afrique du Nord et bien évidemment étudier le cas marocain. Alors pour répondre à ta question, à savoir est-ce que les revendications, le cahier ou plutôt les revendications Rifen, de revendication le dernier moment de 2016 ou le moment général? Le dernier moment. Alors le dernier moment, bien évidemment, il y a des revendications d'ordre économique, social, c'est-à-dire par exemple avoir une université justement au niveau local pour permettre aux élèves, pour permettre aux étudiants d'étudier, de ne pas parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir des études. Et il y avait d'autres revendications d'ordre socio-économique. Mais aussi en fait la question de l'histoire, parce que encore une fois l'identité est au cœur de toutes les revendications. C'est un objectif existentiel. Hein. La berbérité, c'est un atout important, c'est un patrimoine important. Je pense qu'il dépasse les autres patrimoines. D'accord ? Le sous-sol, etc. Mais d'abord, en fait, l'identité. On est Rifin, donc on a une histoire, et cette histoire-là doit être respectée. Doit se refléter justement dans les aspects de la vie, dans les politiques publiques, ça doit être reflété dans l'espace public, etc. Donc oui, le fait de... Alors aujourd'hui, chez les anciens, le fait de parler à Mazir, en fait, ils n'avaient même pas l'obligation, le devoir de se revendiquer, parce que le terme revendiquer c'est un terme moderne, c'est un terme récent. D'accord ? Les anciens n'avaient même pas ne pensaient même pas à revendiquer quoi que ce soit. Je rappelle que les manifestations c'est quelque chose d'externe à nous, à notre civilisation. Manifester en tant qu'action collective, ça ne vient de l'Occident. D'accord, ça on est bien d'accord. Donc pourquoi justement, pourquoi les Berbères en général
et les Rifins en particulier, donc se mettre justement à manifester, sortir dans la rue, créer des slogans, faire des affiches, faire des banderoles, etc., c'est parce que tout simplement ils se sentent menacés. C'est-à-dire dans leur existence, et bien évidemment cette existence-là inclut aussi en fait la question de l'identité. Et oui, c'est-à-dire le fait de parler Rifin est un acte de résistance. Aujourd'hui, c'est un acte de résistance. Je rappelle, moi, tout à l'heure, je parlais avec Marouane, je disais que quand j'étais enfant, parler Rifin, je le faisais en discrétion, pour qu'on ne nous entende pas. Je pense que c'est une expérience qu'on a tous vécue. Donc oui, alors combat berbériste, alors après ça dépend de ce que tu appelles combat berbériste, c'est-à-dire c'est pour se réapproprier l'histoire, se réapproprier l'identité, se réapproprier tout ce passé-là. Par exemple, on parle de Anoual, on parle de la République du Rif, voilà, la République du Rif, tout ça, ça fait partie de ce patrimoine-là que aujourd'hui il est camouflé, masqué à dessein, c'est-à-dire volontairement caché, parce que ça dérange encore une fois, et justement ça convient bien à ce titre-là. Donc dans ma présentation, alors je préfère justement de projeter ce que je vais exposer dans ma présentation afin que ce soit clair pour tout le monde. Et donc dans ma présentation, je vais m'atteler à répondre à la question en apportant des éléments de réponse et en considérant donc la situation du Maroc telle qu'elle m'a été proposée. Alors bon, c'est une présentation qui n'a pas pour prétention d'épuiser la question parce que c'est une grande question auquel d'autres peuvent apporter leur contribution, mais à mon niveau. Et avec les moyens, donc voilà, ça fait combien, une semaine, 2 semaines que voilà. Donc voilà, donc j'ai préparé une présentation en essayant de répondre à la question de départ parce que c'est ça qui va animer cette table ronde. Donc cette question-là, ou ma présentation a le mérite justement de questionner, interroger certaines notions constitutives de cette question. Alors, berbérité, dérangement et régime politique, qu'est-ce qu'on voudrait dire, qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là, et fournir des éléments partiels de réponse et ouvrir ainsi des pistes à explorer. Alors, tout d'abord, cette question a pour présupposé la berbérité dérange effectivement les régimes d'Afrique du Nord. C'est pour ça que la question a été posée, pourquoi ? Donc c'est à ça qu'on essaie je vais essayer de répondre. Alors mettons les choses à plat, accordons-nous sur le sens des mots. D'abord les régimes politiques, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc c'est l'organisation du pouvoir, c'est son exercice et bien évidemment c'est la forme institutionnelle. Lorsqu'on parle des régimes politiques, on parle aussi de ceux qui nous gouvernent, les gouvernants, l'élite intellectuelle politisée, l'élite bourgeoise, ceux qui détiennent le capital. Et ceux qui dominent, les dominants, pour reprendre les termes de Karl Marx, ceux qui sont là-haut, par opposition à ceux qui sont en bas, par rapport à la base. Et en général, ce sont des régimes autoritaires. Et ça, on est tous d'accord sur ça. Ensuite, le terme déranger, donc aussi, déranger, qu'est-ce qu'on voudrait, en tout cas moi j'entends par le mot déranger, donc perturber, gêner le fonctionnement ou la normalité des choses, contrecarrer un ordre établi. Il y a un ordre établi et qu'il y a quelque chose qui intervient de nouveau et qui gêne. Alors on va voir tout à l'heure en quoi ça peut gêner. Et bien évidemment, le mot, donc je pense le mot-clé de cette question-là, c'est la berbérité. Alors qu'est-ce qu'on appelle la berbérité? Alors il y a un autre synonyme aussi qu'on évoque, on sait dans les écrits, que certains évoquent dans leurs écrits, amazirité, ou smazirt timuzra. Alors c'est un terme aussi qui a été inventé justement pour être l'équivalent de berbérité. Et donc, qu'est-ce que c'est que la berbérité? Ce sont des valeurs qui sont attachées à cette identité, parmi lesquelles qui sont de liberté, autonomie, hospitalité, égalité. On peut reprendre d'autres valeurs, références, si vous voulez, auxquelles, à chaque fois qu'on évoque les berbères, qu'est-ce qu'on met dans le signifiant et les signifiés, si on peut reprendre les termes linguistiques, qu'est-ce qu'on conçoit dans sa tête. Donc c'est un terme qui véhicule le sens d'une appartenance à une communauté, en l'occurrence la culture berbère ou amazir. Alors amazir berbère, donc je les utilise en fait sans distinction aucune. Donc la culture, c'est un ensemble aussi d'un ensemble de traits distinctifs, un patrimoine immatériel et matériel, intellectuel et affectif qui caractérise une société ou un groupe social. Ensuite, on peut citer parmi les éléments de cette culture-là, bien évidemment la langue, la parenté et le lien indéfectible à la terre. Alors la langue, c'est le véhicule de la culture et marqueur principal de l'identité.
Ça permet la préservation de la civilisation et des traditions millénaires. Et la parenté, bien évidemment, c'est l'appartenance à la famille étendue, les liens de solidarité patrimoniale. Ibn Khaldoun, il parle de l'Asabiya, qui est un grand sens de la communauté. Les Berbères sont connus pour ça aussi. Et le troisième élément qui constitue justement cette culture-là, c'est le lien, en tout cas qui caractérise la communauté berbère ou la berbérité, c'est le lien indéfectible à la terre. L'identification assez bien faite et la croyance en sa sacralité. C'est pour ça d'ailleurs quand tous les ans, on se rassemble et on célèbre le début de l'année. Et quatrièmement, c'est l'attachement à la mémoire. Donc c'est l'attachement à la mémoire, au passé, aux souvenirs, etc. Alors au cours des siècles, donc la culture berbère a été une culture d'oralité. Ça, on est tous d'accord sur ça, mais elle est restée très forte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours là, d'ici des 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Il y en a qui avancent 5000 ans, donc on est toujours là à parler cette langue-là, on s'attache à cette langue. Et donc, elle a résisté à l'assimilation et a négocié. Alors, résister, négocier avec ses voisins pour pouvoir toujours exister. Négocier, c'est-à-dire, c'est quand on est dans une négociation. Alors, ses voisins, bon, toutes les civilisations qui ont du pourtour méditerranéen, mais aussi au Moyen-Orient. Donc, malgré cette oralité-là, cette culture-là, résiste toujours parmi des langues il y en a qui ont disparu, qui sont éteintes, et d'autres qui résistent, comme Tamazirt, la berbérité en général. Alors, d'autre part, la conception amazigh de la berbérité est une vision déterritorialisée, dénationalisée. Il s'accommode mal des frontières artificielles et coloniales des États-nations qui existent depuis moins de 100 ans. Alors je dis l'État-nation moins de 100 ans parce que c'est ça, l'État-nation ça a été inventé donc, en Occident fin 19e. On parle d'un peuple, une mémoire, un territoire, une langue. C'est quelque chose de récent. Nous, on ne connaissait pas ça. Nous, on n'avait pas de frontières. Ensuite, la berbérité, ce n'est pas une race. Donc elle est fondée sur des valeurs. Donc il repose à la fois sur un socle commun, un héritage du passé, qu'il s'agit d'honorer. Il repose aussi sur la volonté de continuer à faire valoir cet héritage reçu et de le perpétuer. C'est quelque part l'objet, c'est ce qu'on est en train de faire en parlant de cette berbérité. Aussi, c'est un principe spirituel qui irrigue cette ère de civilisation. Donc c'est ça la berbérité, c'est une civilisation, c'est pas simplement une langue qu'on parle, ce sont des valeurs, c'est un passé, c'est un patrimoine, c'est tout ça à la fois. Donc c'est une ère de civilisation. Et la berbérité, bien évidemment, il n'est pas isolé dans son environnement, il a été enrichi par des rapports commerciaux et culturels, il se nourrit de toutes ces influences méditerranéennes, africaines, orientales, européennes, ou internationales en général, et ça, il ne faut pas avoir honte à le dire, c'est tout à fait normal. Pardon. Ensuite, la berbérité ou le berbérisme ou le militantisme berbère, donc c'est quelque chose de récent dans l'histoire, c'est-à-dire sur l'échelle de l'histoire, c'est quelque chose de récent qui date alors, bon, ça a commencé bien évidemment avant les années 70, mais on peut dire à partir de 70, je parle sur l'autorité des... Donc on est à partir des 70 que ça a commencé. Là, je parle du moment amazigh, qu'on appelle aussi le berbérisme, qu'on appelle aussi le mazérisme militant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un cadre pluriel qui rassemble tous ceux ou celles qui luttent pour que les peuples amazighs recouvrent leurs droits inaliénables. Et lorsqu'on parle d'amazigh, donc le moment amazigh, c'est un moment qui est activé pour une meilleure reconnaissance de cet héritage dont on a parlé, la préservation et la valorisation de ces traditions ancrées dans l'histoire, et la réécriture de l'histoire et la célébration de cette culture. Alors, le mot amazigh, le berbérisme en général, incarne un discours de ce qu'on appelle le désenchantement du monde. Alors, c'est un terme que j'ai repris et emprunté à Max Weber, qui, face aux idéologies qui avaient animé toute la génération des lendemains des indépendances. Désenchantement, c'est le contraire, l'opposé de enchantement, c'est-à-dire que ces Berbères étaient tellement enchantés illusionnés par les idéologies qui étaient en vogue à une époque. Et donc, arrivé à ce moment-là, donc les années 70, et même avant, il y avait une espèce de désenchantement, désillusion par rapport à ces idéologies-là. Et donc, c'est de là que le mouvement amazigh a pris son départ. Et concrètement, donc, ce sont plusieurs associations qui se sont créées, donc des associations à caractère culturel, qui se sont emparées de la thématique de la culture amazigh. Qu'est-ce que c'est? Après, à travers le chant, à travers la poésie, à travers l'écriture, à travers le journalisme, à travers un certain nombre de domaines. Et donc, cette berbérité a imprégné la culture, par la suite, bien évidemment, imprégné la culture politique des groupes sociaux dans tous les pays, y compris le Maroc, donc, et des mouvements populaires dans un premier temps, qui étaient étrangers à cette berbérité et qui ont assimilé par la suite
les revendications berbères. Donc dans un premier temps, ils étaient dans une posture d'opposition et par la suite, quand ils ont pris confiance, donc ils ont assimilé ces revendications. Alors je ne vais pas plonger dans les circonstances historiques politiques et le processus chronologique des choses, je peux résumer les dimensions de cette berbérité à ceci. Donc d'abord l'oralité, ça on l'a dit, domination et hégémonie que la berbérité a subi tout au long des siècles. Et les allégeances, les Berbères, ils marquaient leur allégeance, ils avaient des allégeances vis-à-vis des empires qui les ont colonisés, dominés, etc. Et quatrième dimension, c'est la question de la posture passive. C'est pour ça qu'on parle de résistance. Alors, je suis là, mais je résiste. Mais je ne suis pas dans une posture de défense, je suis dans une posture de passivité, de réaction et de défense. Okay. Ensuite, donc cinquième dimension, c'est la tolérance, génie d'assimilation de la pluralité. On a dit tout à l'heure que la berbérité, ce n'est pas une race, c'est un récipient qui accueille toutes les cultures et qui s'enrichit de ces cultures-là, qui se renforcent à travers toutes les influences, comme on a expliqué tout à l'heure, les influences méditerranéennes, africaines, moyen-orientales, etc. Ensuite, les Berbères en général, ils sont caractérisés par l'absence d'unité politique. Quand on parle des Berbères, on ne parle pas d'un État, on ne parle pas de quelque chose de matérialisé, des frontières avec un pouvoir central, etc. Donc il y a absence d'unité politique et bien évidemment, donc c'est une culture qui est en résistance. Ça l'a été toujours et c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Alors, donc nous pouvons donc à la lumière de ces faits, ce que je viens de présenter, donc répondre à la question pourquoi dit-on que la berbérité dérange les régimes d'Afrique du Nord. Alors pour répondre, donc il conviendrait d'approcher cette question à l'aide de la notion de l'espace public. Je rappelle que l'espace public est régulé par l'État régulateur, et une analyse en termes de politique étatique. Alors on peut répondre à cette question-là en disant que les Amazirs représentent une force de changement, c'est pour ça qu'ils dérangent. Une force de changement, on les voit, les Amazirs se renforcent de plus en plus, gagnent de l'influence, de la confiance croissante en eux-mêmes. Face au rouleau compresseur de la dynamique de l'arabisation, les Berbères demandent que leurs droits soient reconnus par écrit et dans les faits. Donc ils font référence aux droits du sol. Ce sont les revendications généralement portées notamment par le Hirak du Rif par exemple. Nous sommes d'ici, Nshinsa. Nshinsa, ça veut dire nous sommes d'ici et nous y avons droit à tout, de profiter de ces richesses de cet endroit. Alors ensuite, depuis les 3 dernières décennies, donc il y a l'apparition de la berbérité à l'entrée de nouveaux acteurs dans l'espace public, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui a créé, donc là, a créé une discordance par rapport à l'orientation normative généralement partagée. La manifestation de la berbérité est devenue trop visible, sous ses multiples formes, donc projetée sous les feux de l'actualité, et cela ne fait que contrecarrer ce qu'on appelle le récit et le roman national. Alors qu'est-ce que c'est que le roman national? C'est la narration romancée qu'une nation offre de sa propre histoire, dotée d'ajouts d'origine fictive, et elle participe à l'identité nationale une et indivisible. C'est les synonymes de mythe fondateur de la nation. Alors, conformément au récit national, l'acteur amazigh est supposé disparaître et cesser d'exister au préfet de l'homme marocain. C'est comme ça qu'il est en train de faire. Là, l'État marocain est en train de fabriquer un homme marocain et basta. Donc, on est en train de fabriquer un nouvel homme, si vous voulez, que le régime est en train de fabriquer, donc à coup de propagande. Okay. Ensuite, ça dérange parce que les gens se questionnent et posent des questions existentielles qui portent sur la définition de l'identité, de la culture, etc. Donc c'est ce qui a été mis en évidence dans les mouvements sociaux, les révoltes, etc. Ensuite, la berbérité questionne les présupposés, les valeurs consensuelles constitutives de la sphère publique marocaine. Elle questionne aussi le système cognitif et les doxas des régimes. C'est pour cela que ça dérange. Cette nouvelle citoyenneté, c'est-à-dire l'accès à l'espace public, à l'agir politique, au droit à la parole, n'arrange pas les tenants du régime. Et ça, vous le comprendrez facilement. Alors, cette berbérité, amazirité peut avoir plusieurs expressions, notamment la rifanité, revendication des caractères spécifiques d'une identité particulière versus l'unité que représente le régime, l'unité qui envoie l'appartenance à une seule et unique nation, arabe et musulmane, donc que je rappelle que c'est un duo congénital, que j'appelais le duo congénital, parce qu'ils vont ensemble, et à chaque fois on les associe systématiquement. Ensuite, l'amazirité a un champ de jeu. Face à la montée des forces nationales, à la montée du nationalisme local, l'amazirité est égale Tamazra et égale Afrique du Nord. Et en disant cela, en réfléchissant de cette manière-là, l'État central, l'État national, qu'est-ce qu'il dit? Je suis nié de mon existence. Je n'ai pas de spécificité, donc il faut que je trouve un moyen d'exister par moi-même.
et donc je n'ai pas de nationalité, donc c'est pour ça que la nationalité en l'occurrence c'est la marocanité. Et donc le nationalisme de ce sens permet de légitimer l'existence d'une entité particulière pour chaque peuple, le droit de former une nation. Donc c'est le cas pour le Maroc, c'est le cas pour les autres pays. Alors, donc la nationalisation du fait amazigh intervient justement, donc la nationalisation, c'est pour ça que j'appelle nationalisation du fait amazigh, c'est ce qui se passe maintenant, il y a une dynamique de nationalisation du fait amazigh, intervient pour briser ce continuum géographique, cette unité culturelle et historique, communément ressentie, et cette référence commune et totalisante. Alors une façon pour les tenants de ce nationalisme, l'État le premier, de l'exploiter, de le canaliser, et en le coupant de son environnement et son espace vital. Ensuite, l'État national considère que le système de valeurs de ce fait amazigh inadapté à l'espace social national et étranger à l'idéal étatique national. Aussi s'engage dans sa prise en charge, et donc il s'engage dans la prise en charge de ce fait amazigh à travers l'officialisation, à travers un certain nombre de politiques publiques. Il s'accorde un statut tutélaire et protecteur de cette amazirité. Donc l'État national protège l'amazirité. Et on sait très bien que les intérêts de l'amazirité et les intérêts de l'État national ne s'accordent pas systématiquement et automatiquement. Donc nationalisation, qui parle de nationalisation, parle de cloisonnement, parle d'introversion et parle de processus de singularisation. Donc, on parle en Afrique du Nord, on parle de marocanisation, tunisisation, ça existe, okay, algérianisation, libyanisation de fait amazigh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est la mainmise institutionnelle sur l'amazirité, exemple de l'officialisation, pour lui donner un caractère exclusivement national, en l'occurrence marocain, ce qui revient au fond à une subversion de l'histoire, parce que l'histoire n'est pas ça. L'histoire, c'est la nationalisation, la matérialisation de ce fait-là, en mettant des frontières, c'est complètement vider l'histoire de sa substance. Alors, dans ce sens, on peut dire que la fermentation d'un Grand Maghreb, ou d'Afrique du Nord unie, etc., et la formation d'un système régional a échoué du fait des nationalismes forcés, parce que c'est une nationalisation forcée, des phénomènes transnationaux, qui est le fait amazigh, qui se moquent, alors ces phénomènes-là se moquent justement en définitive des frontières. Ils ne connaissent pas les frontières. De la même façon que les nomades ne connaissent pas de frontières, ils ne savent pas ce que c'est qu'une frontière, ben pareil, le fait amazigh aussi est une culture nomade qui n'est pas censée connaître les frontières. Ensuite, la berbérité, justement, est parvenue, et pourquoi l'État est contre la berbérité, c'est parce qu'il est parvenu à cristalliser une certaine unité, un rapprochement entre les peuples, et c'est ce qu'on est en train, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes là, un rapprochement et génère des solidarités, des synergies transnationales et des alternatives. Donc la majorité est un concurrent à l'État national, est un concurrent aux valeurs que véhicule l'État national, à ses valeurs propres. Hein. Donc aussi c'est un concurrent et lorsqu'on dit qu'on est amazigh, on est quelque part loyal à une autre dimension que l'État national, qu'à la nation. Alors il y a d'autres, on pourrait parler, il y a d'autres explications que je vois pertinentes justement pour répondre à la question, notamment la question de minorité-majorité, minorité majorisée et minorité majorisée et majorité minorisée. Nous sommes, les Berbères sont une majorité minorisée, et l'État et toute la galaxie qui gravite autour de l'État, c'est une minorité, mais qui est majorisée parce que c'est eux qui dominent, c'est eux qui détiennent les rênes de l'État, c'est eux qui gouvernent, qui font des lois, etc. Donc, c'est bon, je pense qu'on arrive. Alors, je vais passer très vite. Donc l'État, alors tout à l'heure on parlait de la cinématographie, l'audiovisuel, la production audiovisuelle, on peut le constater, c'est-à-dire cette mise à la marge de cette amazirité, la production audiovisuelle, la production cinématographique. Je rappelle qu'au Maroc, en fait, il y a un certain nombre de chaînes qui sont totalement consacrées, enfin, qui diffusent en arabe. Et il y a une chaîne qui s'appelle Tamazight, la chaîne 8, mais même à l'intérieur de cette chaîne-là, on essaye de encore mettre à la marge la mazirité en l'associant avec Darija. Donc au lieu de créer une chaîne, alors bien évidemment ils ont les moyens, hein, les États ils ont les moyens, au lieu de créer une nouvelle chaîne justement consacrée exclusivement au Darija, donc ils l'ont mis quand même dans la chaîne 8 qui est censée être chaîne d'État mazir. Donc à chaque fois qu'il y a des occasions qui se créent, l'État est toujours là pour un peu gêner. D'accord ? Et bien évidemment, lorsqu'on parle toujours dans la question, toujours pour répondre à la question, il y a la nature du régime marocain. Je rappelle que c'est un régime monarchique, totalisant, unitaire, autoritaire et jacobin. Je rappelle la dynastie des Alaouites, c'est une dynastie d'essence arabe, et les Alaouites se considèrent comme des shérifs, c'est-à-dire descendants du prophète de l'islam.
Ensuite, les Alaouites se gargarisent. Ils avancent pour légitimité le fait qu'ils ont réunifié, réinstauré le pouvoir central, réorganisé, ça je rappelle qu'au deuxième moitié du XVIIe siècle, réorganiser, organiser ce qu'on appelle la pacification. La pacification, c'est-à-dire faire soumettre en fait, des tribus. Ça c'est un terme aussi qui est utilisé par les Français, les Espagnols en général. Et parce que aussi le fond doctrinal, hein, dans les textes officiels, comme la Constitution, on voit très bien en fait, les références de l'État enfin les références de l'État. Ensuite, pardon, et là le dernier argument, c'est-à-dire que l'État marocain existe aussi, il a des partenaires économiques, des partenaires commerciaux et des partenaires financiers. Et donc pour trouver un terrain d'entente, une affinité avec ces pouvoirs-là, je rappelle que là je parle des États du Moyen-Orient et du Golfe Persique et du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, qui investissent, un grand investisseur. Je rappelle en 2007 c'était de l'ordre de 4 milliards d'euros investis justement au Maroc. Et donc, du coup, en contrepartie, l'État marocain met en avant justement cet arabisme. En disant, voilà, l'Umma al-Arabiyya, la Umma arabe, etc. Et donc ça aussi, ça joue, ça passe bien. Lorsqu'on se présente de cette manière-là, en fait, le message passe. Et on a des alliés, d'accord? Mais si on dit, voilà, on est des Amazirs, c'est quand même, on est dans une position dans une posture d'opposition. Donc il y a des facteurs, une argumentation d'ordre idéologique, d'ordre historique, mais aussi d'ordre commercial, financier et économique. D'accord ? Et bien évidemment la conclusion. Alors comment je vais conclure? Je conclue en disant que déranger ce n'est rien, résister c'est peu, face au rouleau compresseur de l'arabisation. Alors au plus il faut faire plus que ça, c'est-à-dire plus que déranger, au moins il ne faut pas finir par se soumettre et se résigner. Et donc c'est le combat de David contre Goliath, hein, même si effectivement on est nombreux quantitativement, mais en termes de qualité, bon, c'est à travailler. Et je reprends le questionnement de Étienne de Lavouissi, un écrivain, un poète et un juriste français, donc qui a connu pour se poser des questions sur le rapport de domination des servitudes, ce qu'on appelle la servitude volontaire. Alors, est-ce que cette servitude-là volontaire, où il est imposé de force, est-ce que cette domination-là, elle est voulue ou elle est imposée? Comment concevoir qu'un petit nombre contraigne une majorité à obéir aussi servilement? Ou dire autrement, pourquoi s'est-on fait avoir? Parce qu'on s'est fait avoir, hein, on s'est fait avoir par ces étrangers-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Aussi, pourquoi sommes-nous devenus des Arabes? Et qu'est-ce que les Amazirs n'ont pas fait? Ça aussi, c'est une question importante. Et bien évidemment, la question essentielle, qui est importante, qui va nous faire avancer, c'est comment se rattraper. Et sur ce, je vous remercie. Merci Rachid. Avant de donner la parole à Marouane, avant de passer la parole à Marouane, donc je reprends un peu la parole et ce que je disais avant. Je disais que la berbérité dérangeait donc les États après l'indépendance, parce que ces États, c'était des États fragiles et ils avaient besoin d'un bloc pour se prémunir. Il y avait évidemment plus tard d'autres projets dans les alignés, les non-alignés par exemple. Mais à l'époque, la berbérité dérangeait ces États fragiles parce qu'elle remettait en cause le fondement même de ces alliances politiques et géopolitiques à l'époque. Et la berbérité dérangeait après 80 parce qu'elle remettait en cause ou elle allait à l'encontre des projets de ces régimes, parce que la berbérité post-80, c'était une berbérité porteuse aussi de projets de laïcité, de démocratie, d'égalité, qui s'opposaient aux projets de ces régimes, qui se reposaient sur le panarabisme, le conservatisme et même l'islamisme, parce que l'islamisme a été socialisé par ces régimes. Et pourquoi je voulais rebondir aussi? Parce que la notion de la géographie. J'ai dit que les régimes ont conceptualisé la berbérité. Les militants, plutôt, ont conceptualisé la berbérité. Le pouvoir l'a fait aussi de son côté. Il a conceptualisé aussi la berbérité. Donc il a identifié le projet. Il a identifié aussi la géographie liée à ce projet. Et pour lui, évidemment, je ne vais pas minimiser l'apport ni le combat des autres régions, les Chiaouis, les Mozabites, les Touaregs, les Berbères, un peu partout en Algérie. Mais pour le régime, la berbérité et le projet de la berbérité, tout ce qu'elle porte, c'est la Kabylie. Le problème du régime algérien, c'est qu'ils n'ont fait pas de ce projet, par exemple,
un projet conquérant, ce qui peut être démocratique. Pour les régimes algériens, c'est un projet ennemi. Ce n'est pas un projet concurrent, donc c'est un projet qui peut exister dans la société, mais c'est un projet ennemi. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il n'a pas hésité aucunement à qualifier, par exemple, le MAC comme mouvement terroriste. Il a terrorisé toute une région pendant 3 ans. C'est-à-dire, il n'a pas hésité à le faire. Parce que il nous voit, le régime nous voit comme des ennemis. Il voit un peu... Il a même évolué dans sa perception de la berbérité. Aujourd'hui, ce n'est plus la berbérité pour le régime, mais c'est la kabilité. Il y a une évolution de la berbérité, donc de l'opposition, de son opposition vers la berbérité, donc c'est devenu une opposition vers la kabilité. Et c'est la raison pour laquelle la Kabylie souffre depuis 3 ans, et terriblement. Le régime algérien a un rapport un peu particulier aux frontières. C'est-à-dire, il voit en la Kabylie et ce qu'elle dégage un projet ennemi, quelque chose quelque chose à abattre, mais il voit aussi en les projets portés par des populations, par des peuples qui vivent aux frontières algériennes aussi comme un projet ennemi. Par exemple, je suppose que le projet Rifin, ou le combat Rifin, ne dérange aucunement le pouvoir algérien parce qu'il n'est pas à ses frontières. Au contraire, il peut même l'utiliser. D'ailleurs, il l'utilise comme le Maroc aussi utilise le combat du MAC. Mais il voit par exemple le projet des Libyens, parce que les Libyens vivent aux frontières algériennes. Un grand problème. Un grand problème. D'ailleurs, je pense que vous le savez, il y a un communiqué du mouvement Libu, un mouvement libyen, d'hier, donc publié hier, qui se plaignait des déclarations de l'ambassadeur d'Algérie, qui a osé appeler la ministre et les ministres libyens pour leur dire qu'il faut dissoudre le Conseil suprême des Amazirs libyens. Parce que le pouvoir algérien pense que les Libyens là qui vivent aux frontières algériennes peuvent nuire aussi à son équilibre, et ça peut dégager sur quelque chose. Par exemple, c'est-à-dire, ils pensent que les Libyens, les berbères libyens qui vivent aux frontières algériennes peuvent influencer aussi les berbères algériens. Et pourquoi pas créer une alliance, comme ils le pensaient aussi quand il y a eu l'avènement du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, aux frontières algériennes, donc nord maliennes, sud algériennes. Pourquoi c'était un danger? Et moi, je ne suis pas adepte du complotisme, mais je ne comprends pas comment, du jour au lendemain, plusieurs mouvements terroristes sont nés dans une région où la population revendiquait l'avènement d'un État laïque. Du jour au lendemain, il y a eu Muja ou Mirha, des mouvements dont on n'a jamais entendu parler. Et comment dirais-je? Moi, je pense que l'Algérie et la France ont une responsabilité dans ce qui s'est passé en Libye, et dans l'avortement du mouvement du MNLA qui voulait, comme je l'ai dit, un État amazir et laïque. Et le MNLA, comme les Zawed, sont un danger pour l'Algérie, du moins pour le pouvoir algérien, parce qu'ils connaissent très très bien la région, ils savent, comme il y a le Rif, la Kabylie, il y a aussi un État touareg qui s'appelle Tiniri. Tiniri, donc, qui regroupe le nord du Mali, le sud de l'Algérie, le sud-ouest libyen, le nord tchadien, le nord nigérien, et même le nord de la Mauritanie. Ils savent qu'avec l'indépendance de l'Azawad, il y a un risque qu'on aura un jour l'avènement ou une revendication de tous les Touaregs. Une revendication indépendante et autonomiste. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a mis de toutes ses forces, il n'était pas le seul, à mon avis, afin de faire avorter ce projet. Mais je rappelle, pour donner la parole à Marouane Mlewah, il me semble que le combat rifin, comme le combat tunisien, ne dérangeait pas, ou ne les dérange pas, le pouvoir algérien. Et donc, pour Marouane, la Tunisie, on a commencé à entendre un peu parler du combat amazir en Tunisie, et aujourd'hui, il y a une grande évolution, on a même des débats télévisés dans des grands plateaux, donc très écoutés, dont Marouane a participé à plusieurs reprises, sur la question de la berbérité en Tunisie.
Il me semble que le cas de la Tunisie est complètement différent, et du cas rifin au Maroc, ou du cas berbère au Kabyle en Tunisie. Il y a eu même l'avènement d'un parti politique qui n'a pas été agréé, malheureusement, qui n'a pas trop duré, qui s'appelle Ehel, en Tunisie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Marouane, peut-être pour commencer, où est-ce qu'on en est dans le combat amazigh, ou dans le combat de la reconnaissance de l'identité amazigh en Tunisie? Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'association culturelle berbère pour l'invitation. Je suis très heureux de partager la table avec vous, Mziane et Rachid. Je suis très heureux aussi de voir le grand artiste Rifin Saïd Zeroueli qui est parmi nous. Vous êtes le bienvenu. Pourquoi la berbérité dérange les régimes politiques de l'Afrique du Nord? Franchement, je partage beaucoup de mes opinions avec toi, Rachid. Je ne sais pas, peut-être que je vais répondre autrement parce que je vois c'est une question un peu difficile. A-t-on fait des actes terroristes? Non. Est-on un peuple qui refuse la diversité? Non. Sommes-nous en train d'installer l'anarchie dans nos pays? J'ai pas vu ça. A-t-on pris le pouvoir par la force et tué des citoyens? Non. Pourquoi mettre derrière les barreaux des militants qui ne font qu'exprimer leur opinion en toute liberté? Nous avons simplement la volonté de préserver notre langue, notre identité, notre patrimoine, notre histoire et notre terre. Est-ce une raison pour nous considérer comme des criminels? Est-ce un crime d'afficher et d'assumer notre ascendance? Est-ce légitime d'en arriver à kidnapper et torturer? Reconnaître l'histoire, ce serait admettre leur mascarade et la falsification de l'histoire. Ils sont les gardiens lobotomisés, dévoués à préserver leur légende jusqu'à la folie meurtrière. Peut-être que c'est une petite réponse à la question que tu m'as posée, Ziane. La peur, les discriminations et les mensonges pour diviser le peuple, affaiblir le peuple et le manipuler. Tel un fameux ventrelique avec sa fameuse marionnette. Voilà l'enjeu majeur de ces régimes. Et quand nous réalisons comment le ventrelique opère pour faire parler la marionnette, je pense qu'il est temps de retrouver son bonheur et sa dignité afin qu'il garde sa main tranquillement dans sa poche. Si on me demande ce que je suis et comment va mon peuple, que je sois tunisien, libyen, algérien, marocain, nord-africain en général, je répondrai que nos pays ont perdu leur histoire et sont de filiation inconnue. Nous sommes devenus des pays réprimés par des idéologies étrangères. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir notre élite intellectuelle et de rester solidaires. N'oublions jamais nos martyrs et leurs sacrifices, rendons hommage à leur mémoire et poursuivons leur combat. Je tiens à demander la liberté pour les prisonniers d'opinion, la liberté des personnes retenues dans ces prisons, la liberté pour Kamira Naït Saïd, liberté pour Nasser Zefzefi et ses compagnons, la liberté pour tous les détenus incarcérés qui ne sont pas médiatisés. Vive la liberté, vive la révolution, de Tunis jusqu'à Paris, Azoul wal Nazoul. Merci beaucoup. Je pense que nous, on s'arrête là pour laisser place à nos échanges et à vos questions. Si on a. Oui, Andy. Ah oui, c'est un spécialiste. Oui, c'est ça.
Asri Saadi, président de la fédération kabyle. Donc dans la... C'est la fédération, c'est une section de la fédération berbère. Oui, je vais dire un mot. Merci, bonjour à tous. La fédération, c'est une fédération qui regroupe 22 associations en France. C'est intéressant dans le contexte là de vous parler de ce qui se passe en France et de ce qui se passe au niveau de la fédération, parce que ici en France, Rachid, Marwan, Nouziane, on a pensé que naturellement l'État français, et là je ne parle pas des États d'Afrique du Nord, mais que l'État français, les élus français, les collectivités territoriales françaises allaient plutôt nous voir d'un bon oeil quand on décide en France, ici, de mener un mouvement plutôt berbériste tel que vous venez de le décrire. Allez nous voir d'un bon oeil parce que, et tu l'as très bien dit Rachid, le nationalisme, nous on a toujours dit que c'était l'exclusion. Et comme disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre, mais que le patriotisme, c'est l'amour de soi, sans exclusion. On a toujours dit aussi, on dit ici que le mouvement berbère en France, c'est plutôt un mouvement berbère qui prône, comme tu l'as très bien dit Rachid, et surtout toi, Nouziane. Ce n'est pas qu'un mouvement linguistique. C'est pas qu'un mouvement folklorique ou culturel ou linguistique, c'est aussi un mouvement pour l'égalité femmes-hommes. C'est aussi un mouvement pour la laïcité, pour la démocratie. Et donc en France, ces valeurs-là, très naturellement, nous on pensait que on allait être vu d'un bon oeil, qu'on allait être soutenu. Et franchement non, quoi. Et franchement non, parce que soit on est en effet juste sympathiquement félicité, mais quand il s'agit de subventionner ou quand il s'agit d'être à nos côtés pour dénoncer ce qui se passe dans les pays d'où viennent nos parents, d'où vous venez, bah, il n'y a personne. Il y a eu une exception. Il y a eu une exception, c'est à la mort de Matoub Lounès, où là, en effet, il y a eu de la part de l'État français une condamnation, une forme de solidarité. Certains sont venus dans les rassemblements qu'on a fait. Mais c'était voilà, c'était quelque chose, à mon avis, qui leur a été imposé compte tenu de l'impact qu'a eu cet assassinat. Donc voilà, moi je voulais vous dire ça aussi. Je voulais vous dire que nous, ici en France, on est aussi un peu étonnés. Enfin, étonnés, on sait pourquoi, hein, enfin, ça nous étonne qu'à moitié. C'est-à-dire que l'État français n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Mais on a quand même un peu déchanté parce que, sincèrement, Vegir, ici en France, on a toujours pensé qu'on allait plutôt être soutenu dans notre lutte contre les intégristes islamistes, dans notre lutte contre les dictatures militaires qui, du coup, ne prônent pas un patriotisme bienveillant, mais un nationalisme excluant. Et bien donc, voilà. Moi, je voulais aussi vous dire ça. Je voulais aussi vous dire que, du point de vue fédéral, mouvement berbère en France, on dérange pas, mais on n'est pas non plus accompagné, soutenu par l'État français. Et dans les reculs démocratiques qui s'opèrent aujourd'hui, en Algérie, ils sont quand même assez sourds au fait que quand on milite, je donne un exemple, mais il y en a eu plein comme ça, lorsque certaines mairies, certains élus affichent clairement leur volonté de dire on est inquiet pour la liberté de la presse, en affichant sur la façade des hôtels de ville le soutien par exemple à Rachid Dalalini, eh bien franchement, l'État, les élus ne reprennent pas trop ça. Voilà. Je voulais aussi vous dire qu'ici en France, on n'a évidemment pas la même oppression, le même danger, mais qu'on n'est pas si accompagné que ça pour pouvoir là-bas être à vos côtés, et on l'est quand même de tous les jours. Merci M. Asri Saadi, président de la Fédération kabyle, qui est une association faisant partie de la Fédération berbère. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas une réaction par rapport à ce qu'il a dit. Alors, par rapport à ce que tu as dit, effectivement, donc, une des choses que je retiens, l'idée principale, à savoir que les Berbères, justement, ils sont à 3 millions, en France, c'est un chiffre qui a été avancé il y a
il y a quelques années, et je pense que c'est plus que ça dans la réalité. Voilà, donc c'est un tissu associatif, des acteurs associatifs qui, je veux dire en fait, qu'on ne voit pas. Mais alors, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas, c'est-à-dire à travers des projets, des grands projets justement rassembleurs des berbères en général. Alors, l'une des choses que j'avais discuté récemment avec mes camarades, c'était un centre culturel par exemple. Un centre culturel, c'est quelque chose, un projet, je pense que les berbères, les forces berbères, on va dire, les forces associatives berbères de la société civile doivent travailler pour pouvoir concrétiser, parce que c'est quelque chose aussi qui va contribuer justement à rassembler, à fédérer en fait toutes ces forces-là. Et ça va prouver aussi qu'il y a une synergie qui se fait. Ça prouve, outre ce que je viens de dire, ça va donner des signes positifs afin que pour les autres berbères, afin d'agir, d'exister. Alors, exister au sens exister socialement parlant, exister économiquement, exister aussi politiquement. Et donc encore une fois, je veux dire en fait, un autre point aussi que je peux évoquer, c'est-à-dire en fait, certes c'est négatif, mais mon intention c'est aussi de provoquer pour pouvoir voilà, pour faire bouger les choses. C'est-à-dire que politiquement parlant, contrairement à d'autres communautés qui sont très actives, dynamiques en France, politiquement parlant, il n'y a pas encore ce poids-là auquel on s'attend. En fait, les berbères, ils sont là, ils sont dans les communes, dans les instances élues, ils sont partout, mais c'est pas ça, cette existence-là dont je parle d'une autre existence qui va contribuer justement à faire prospérer cette berbérité, cette amazirité. Voilà. Mais sinon, je tiens à saluer toutes les associations qui font beaucoup de choses, notamment la CP, qui existe, je pense, depuis 40 ans. Quand même, depuis 40 ans, elle fait des activités, elle fait bouger les choses, elle nous invite, on parle, ça nous donne l'occasion justement de parler de ces faits-là. Auquel cas, donc, à défaut, on n'a pas d'autres endroits où évoquer ces sujets-là, d'ordre politique, culturel, économique. D'accord, donc je salue toutes ces associations-là qui font des choses, qui existent. Voilà, donc là, c'est une existence pour moi, c'est une existence, puisqu'on invite des acteurs, on a parlé de leur domaine d'activité, du cinéma, de l'art, de l'écriture, des livres, de la peinture, tous les arts, et donc et de la chanson bien évidemment. Et donc voilà, donc il faut continuer comme ça, espérant que ça va donner des idées aux autres. Ça va générer une espèce de... comment ? Oui, ça va générer des idées, ça va donner de la motivation, ça va motiver d'autres acteurs qui hésitent justement. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, bien, merci. Merci Rachid. D'autres questions peut-être ? Interaction ? تنمرت وون ذوالي فولكي. Il y aura un temps pour faire le bilan de la politique de l'arabo-islamisme, du Maghreb arabe. Il y aura le temps pour le bilan, mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'il évolue. Donc c'est une forme d'ingérence ou de domination. Elle ne disparaît pas, elle n'est pas en train de disparaître, elle évolue. On a passé la période des mouvements nationalistes avec la création de la Ligue arabe en 1945. Ils se sont accaparés le discours nationaliste, et on s'aperçoit maintenant, après 50 ans, que les pivots de construction de l'arabisme, du panarabisme, les pays comme l'Égypte, la Syrie, l'Irak se sont effondrés. Ce pivot-là, ce foyer-là n'existe plus. Seulement, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Nous n'avons pas à crier victoire parce qu'il est en train il s'est transformé en fait l'arabo-islamisme en islamo-arabisme avec l'avènement donc des pays du Golfe. Et c'est l'autre foyer qui a repris le flambeau de cette domination. C'est une forme de s'accaparer l'Afrique du Nord. Je ne parle pas de Maghreb. Et on parle de l'Arabie méditerranéenne.
Donc, ils construisent des concepts de domination nouveaux, avec l'argent, avec les pétrodollars. Donc, je crois qu'on sait quels sont tous les mécanismes de domination de notre sous-continent. Donc, on parle du sous-continent nord-africain, et l'enjeu, c'est de le récupérer. C'est presque d'un mouvement indépendantiste de l'Afrique du Nord, de Tamazight. Il ne faut pas avoir honte de... C'est un mot qu'il faut prononcer, qu'il faut dire, qu'il faut répéter. Le projet, c'est la construction de notre sous-continent qui s'appelle Tamazight, au nord de la Méditerranée. Et moi, au lieu de regarder l'ennemi, l'adversaire, c'est de voir l'avenir. Et votre présence ici, comme la marche du 23, en fait, l'espoir, il est là. L'espoir, il est là, c'est que tous les Amazirs des pays d'Afrique du Nord se retrouvent et mènent le combat en commun. Juste une précision, nous sommes la majorité. Et ce n'est pas un problème de minorité en Afrique du Nord, ce n'est pas un problème de réserve indigéniste. Il faut quitter ce langage-là. Ce n'est pas un problème de révolte des indigènes. Nous sommes plus de 120 millions et c'est la totalité de l'Afrique du Nord. C'est la totalité. Que ceux qui parlent, les millions qui parlent Tamazight, quelle que soit la région, et les millions qui parlent la langue Darja, c'est notre langue, ce sont nos langues, les langues de Tamazight. Donc c'est ne pas raisonner en minoritaire, mais en majoritaire, c'est notre grand pays que nous construisons. Et on est là en 2023, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il manque 3 ans pour faire un siècle, pour l'anniversaire de la construction, de la création de l'étoile nord-africaine. Le premier parti moderne de la revendication pour la libération de l'Afrique du Nord, c'est l'étoile nord-africaine. Et l'étoile nord-africaine est faite avec des militants marocains, algériens, tunisiens. Et c'est l'ingérence, justement, avec Chakib Arslan, a complètement noyauté cette vision fédéraliste, et ils sont arrivés à Rachid au discours nationaliste restreint dans les limites des tribus des siècles obscurs. Et l'étoile nord-africaine n'est pas née comme ça, c'est la continuité de la révolution rifaine. Abdelkrim Nafious Ouali a montré au monde, il a déclenché au niveau mondial du mouvement de décolonisation que les puissances européennes qui maîtrisaient la technologie elles n'étaient pas invincibles. La guerre du Rif a montré qu'on pouvait mettre en échec l'impérialisme européen. Cette révolution-là a été cassée en 1926. Il a fallu mobiliser le maréchal Pétain pour aller bombarder, organiser des massacres en 1926. Et les militants à Paris, en 1926, qui ont créé l'étoile nord-africaine, ont bénéficié de ce changement de paradigme. Maintenant, nous comprenons souvent qu'il est possible de se libérer de la domination coloniale. Et ce que je souhaite, mon souhait, c'est que cette connexion des militants des pays de Tamazight puisse construisons ensemble quelque chose de grand et qui va réussir, et on fera le bilan de l'arabo-islamisme, du Maghreb arabe, le temps qu'il faudra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être vous décevoir, parce que pour moi le concept de Timouzra est un concept un peu farfelu. Je n'arrive pas à lui donner un contenu politique. Et c'est vrai que le contenu politique est différent d'un pays à l'autre. En Tunisie, ils sont au début du combat, un combat existentiel pour exister. Mais ce n'est pas la même expérience en Kabylie ou en Rif. La Kabylie qui a vécu 80, 81, 2001, et toute la répression, les assassinats, le Rif aussi qui a vécu presque la même chose. Donc on n'a pas tous la même notion, la même perception de Tamazight. Tamazight, pour moi, c'est un concept utopique. Utopique dans le sens où
C'est un peu comme les alliances des mouvements kabyles, pour donner l'exemple contemporain, d'aujourd'hui, actuel. Tous les mouvements kabylistes s'unissent autour des actions, mais jamais autour des projets des uns et des autres. C'est un peu la même chose quand on parle des combats menés par les peuples amazirs, chacun dans sa région. On n'arrive pas à se hisser au stade politique. Tamazra se concrétisera le jour où tous les peuples amazirs s'assoient sur la même table et disent que devons-nous faire. C'est pour organiser des rencontres, des accolades, et dire qu'on est amazir et qu'on est toujours heureux de rencontrer d'autres peuples amazirs, c'est encore beau, c'est magnifique, mais ça ne résoudra pas le problème. Donc je pense que le concept de Thimosra est un concept un peu fantasmique, c'est le fantasme de tous. Un jour on aura, peut-être, on aura un monde amazir, des pays nord-africains unis tous ensemble, les États-Unis des Amazirs. Moi, pour moi, ce n'est qu'un fantasme. Parce que la réalité est tout autre. C'est malheureusement le cas. Aujourd'hui, les Réfins se battent tout seuls, les Kabyles se battent tout seuls, les Berbères de Tunisie se battent tout seuls, les Mozabites, pareil. Les Touaregs sont dans un autre monde. Dans un autre monde. Et que sera aujourd'hui Thémouza? Qu'est-ce que c'est que Thémouza aujourd'hui? Ce n'est qu'un fantasme. Moi, je pense que, comme tu l'as bien dit, à la fin, unissons-nous autour de quelque chose, parce que nous pouvons réaliser tellement de belles choses. C'est possible si les peuples amazirs décident un jour de s'unir pour un projet commun, pour un projet politique commun. Là, ça peut être le début de quelque chose. Mais on est très loin pour l'instant. On en est très loin. الزلف الأول ثنمير ثنون فينا كتهضر مغداكي يمكن يسميو محمد مي السلامة وكان يسميو سيف عكسنا سيان هاون داياكي وكنا نحسو بارك غلطك وين كانت الدنيا لا تعطس الحوايج قلق سنت الجزائر جارانا جو ميكسكوز هضر على الصغير جو بونس لن تعطس الحوايج شي مشطح ونتجارة زاد ملي تيداكني اغيسيز نرزدات غيا وين الهاني شو بان ضرب كيني شوي دو لا كابيلي راح لا ديرنيير فوا يما باغ اكزومبل اغي يجيو جلاف ماتشينا سي ايطونون باسكو سيتادير تبغى تكستافون ارتيست قندورتيس الفضايس باش كنسترون براسي سو جلاف غورس وين اخر دونك جو بونس كو au sein de la société au-delà des associations le regroupement يكون خدم au sein des familles, au sein de la société, c'est la base des bases. Et là où il غيروحن يقلق de récupérer aux arabes, c'est pas mon domaine. Mais voilà, c'est-à-dire j'ai dit الرجال نذر الميتورا ستوث ليثنا سي العوايدنا داكا رجنا نكمل رزدات بيان سور يجي لا قصدنا نوي النظام مثلا يقول مدينا سي ان فونتازم ثم وزغا كيشبه ربي سي tout à fait le contraire, c'est à partir du moment où on a rattaché à un concept politique, c'est là où ça devient un fantasme effectivement, du moment que chacun on a défendu les idées politiques et puis tout le monde, je suppose, ça rend des choses le concept politique, c'est-à-dire le nom politique des choses, c'est voilà, c'est un bourrage des esprits, donc voilà. Donc je pense que le mieux c'est de nous focaliser déjà pour sauvegarder ce qu'on a et d'essayer de rajouter quand même des choses tout autour. Aux arabes, voilà. Sur le film Elohim, mais voilà, attaque en Sahara. C'est le maître. Moi j'aimerais bien qu'on pose des questions aux militants tunisiens. Surtout les militants tunisiens, on ne connaît pas beaucoup de choses du cas tunisien. كاينين بغا مسلم في قبايلات
من ثمسليت ما فرح ثمسليت وليش ذا شرد يقيمن ذي تمازيغ ثم بينهم ذيك ذي السنة ثالث تمزوروث ثمسليت تثليت ثقبيليت تثليت ثالثيت تثليت النظم غفاك ند النظم ذاك أول تيموز غام ذوال ذيلم وليش ذيس كرا قوين ساعنا نامك تيدت معنا تيموز غادا شوت نك تواليغ تيمازيغين تواليغ تيمازيغين قالت مازيغين قالت ذات قبيليت ثلاث ريفيت تمازيغ تردي كن سودا شوف غير الدنيا غادي كون شتا ذاك نسيوض انسلمد تثلينا يا اليوم ذي ثماينس عندها يبغوا يلي وهذه صغار ثريفيت وايضا ذي صغار تقبيليت وايضا ذي صغار ثمسليتيس يكتمسلايا غورس سواكا إن زمرد ناوض أدياسواس أهات ذك واشو أراد نلفو ذك واشو أراد نبنو ثمازيغ خاطر كتواليه كوين اتيديرا نكيا كان داكي كان كتيدوك لا لان غوري كرا من المدن كصغاري تقبيليت ذاكي لان المدن داري فيا يا لاس مرات تمسلاي غف تقبيليت قريد نكوني نقاراكا نكوني نقاراكا وفيغ بليك نزمر اديوض واس ذك واشو نكوني داري فيا الكوميديا انسيوض نبنيوث نتوسلايت يوث نتمسلايت سواشو إنزمر أنتمسلاي كويكارانا ما إلا نصوض راه أراسا مازال نتمسلاي تسلاينا ونتمسلاي فرانسيس تعرف دوينا إوا كنا نتفاهم كويكارانا راسي مزيغا والشوك غارة كيكتوالي غير ناضنك الفولكلور ما تروح تمسلايت تقندرني القبايل لي بيجوني القبايل ويقادني كلشي هذا يروح هاكي تمسلايت التمزوارد ثاقينا إلا سنفك أزل مقرن إلا ذاغن أين يتوارون قبايلي ثاني يتوارون ستمازيغ أدياف وين راه يغرب أخاطر السما دروسك سلميك تخدم قبايلي مال الوالي ثورة في فيسبوك نكيم دوكالي وكل ملان تسارون قبايلي نتصوض دنيني أكويني داغي هوا نتمسلايد غافنيتش نتمسلايد في الانتيليجونس ارتيفيسيال اف كلش استقبايلي اي غار ونتدمر نفضل الحضاقينا اغدي قران هو كنا نيلي ذي مزيغا امسلايس قبايليت امسلايس تريفيت امسلايس سمسلاين ناس ومثلا واقي غاف سمسلايت سرد نزي غير محباس باسكو ساكينا محباس القبايل تمسلاين فلاس القبايل كان وإذا ريفيين تمسلاين فلاس ريفيين كان اي غار ما الا نوالا ولا سموت القبايل الا كانوا بركان نغيلوهم ملال اما كان قالوا بركان ذو ملال ذي الميقلان يتسمى ماليغ ذا مازيغ نك ماشي ذا قبيلي ماليغ ذا قبيلي ماشي ذا مازيغ اي غار نصوض يعني هو كنا نخدم اين غيتسجلوا في الدوار بزاف الساقينا يمحبس ذي مزوره ما مازال اي تمثلنا الحبوسات ما مازال اما تمورت المروك تمورت القبائل كنت تدعى في الجزائر كنت ديما كنت تيزتكال نكستيماديو اولا كي الجزائر وريرني راه في اللينك ذا قبايلي هكا فوالا تلميرت نول Merci beaucoup. Bon, j'ai essayé de traduire le kabyle Marouane. Peut-être Marouane est plus, comment dirais-je, plus concerné par la question, parce que j'ai remarqué une chose, que la plupart des militants berbéristes tunisiens ne parlent pas berbère. Et donc c'est une question que je te pose à Marouane, j'aimerais bien savoir comment vous voyez le combat, la culture et tout, de berbère sans le parler. Bonjour monsieur, merci pour votre question. Je vais parler un peu de mon pays. Quand on parle de la mazirité, quand on parle de l'identité, on parle de la terre, de l'histoire, du patrimoine, ce qu'on mange, ce qu'on porte, voilà. Mais je vais m'arrêter sur la langue. Malheureusement, en Tunisie, on est en 2023, peut-être dans 20 ans, 30 ans, ça ne va plus exister la langue amazigh là-bas. Il y a quelques milliers qui parlent cette langue. Ils sont au sud tunisien, dans le gouvernorat de Gabès. Mais malheureusement, un seul main n'applaudit pas. Voilà, c'est la triste réalité. Mais je ne peux pas te dire une autre chose mieux que ça. Cette langue, en Tunisie, elle est en train de disparaître. Il y a des écrivains, il y a des artistes qui chantent avec cette langue. C'est des, comment dire, c'est des solutions personnelles.
C'est, voilà, individuel, pardon, mais c'est la triste réalité. Je crois que dans 20, maximum 30 ans, on va plus parler de cette langue en Tunisie. Même si on voit les régions qui parlent cette langue, sauf une ou deux, les autres régions, la nouvelle génération, ils n'utilisent plus, même ils ne savent plus cette langue. Voilà. Et merci beaucoup. Justement, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis pour son apprentissage en Tunisie, ou c'est comme dans beaucoup de pays berbères, où c'était un apprentissage en clandestinité, c'était du militantisme. Je ne sais pas, c'est quoi le cas en Tunisie? Oui. Bon, j'ai vu quelques associations qui donnaient des cours de langue, mais après j'ai plus entendu qu'ils étaient en train de faire ça. Donc voilà, c'est comme je t'ai dit à peine, c'est des solutions individuelles. Par exemple, quand j'ai traduit l'hymne national tunisien, j'avais beaucoup de difficultés pour le traduire en tamazight. Je ne maîtrise pas bien cette langue. Il y avait un poète qui s'appelle Lies Louis, c'est lui qui a fait ça. Mais sans Lies et peut-être 4-5 autres poètes, entre poètes et écrivains, j'ai pas vu que cette langue existait en Tunisie. Voilà. Et donc l'État n'encourage pas son enseignement ou son apprentissage? Non, non, pas du tout. C'était des associations qui ont fait ça, comme la TCA, comme d'autres associations. Mais avec le temps, ils ont arrêté de faire ça. Il n'y a aucun encouragement de la part de l'État pour faire enseigner cette langue. Voilà. Merci. Alors, en fait, je tiens juste à réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites dernièrement sur la question de la Tunisie. Moi, il faut être positif, il faut être optimiste. Il y a pas mal de choses qui se font en fait en Tunisie. Il y a un tissu associatif qui est en train de se régénérer, d'être créé. Il y a des festivals. Tout à l'heure, j'ai montré à Marwan un événement d'un festival qui va avoir lieu donc, dans une ville en Tunisie. Et bien évidemment, ce sont des événements qui sont pris en charge par des associations et des individus. C'est vrai que l'État, pour le moment, alors d'après mes connaissances et ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'État n'est pas encore au stade justement où l'est par exemple l'Algérie ou la Tunisie, d'accord, ou pardon le Maroc. Donc, mais ça va venir. Mais après, il faut être optimiste. Il faut se prendre en charge. Moi, je dis toujours, voilà, il ne faut pas attendre de l'État qu'elle mette en place en fait qu'elle mette en place des mécanismes comme des mécanismes afin de promouvoir et de valoriser le patrimoine amazigh. Rappelons que tous les États nord-africains, en fait, ils ont pour doctrine justement voilà, des références à l'arabisme, des références à d'autres identités que que les identités, ou plutôt les identités locales. D'accord. D'autre part, moi je vais pas. Moi, lorsqu'on parle des Amazirs, moi je parle plutôt de. Alors. En Europe, on a la possibilité justement de se rencontrer. Tamazra, ça existe en Europe, il n'existe pas en Afrique du Nord. Tamazra et l'Afrique du Nord existent en Europe. En Europe, en l'occurrence, on est sur Paris, en France, et c'est là que j'ai la possibilité de pouvoir rencontrer des gens, des Amazirs de différentes provenances. Lorsqu'on parle d'Afrique du Nord, des Tunisiens, des Algériens, des Libyens, des Touaregs. Comment? Les Canaries aussi, justement, parce que j'ai eu l'occasion justement de rencontrer quelqu'un qui un Canarien, un Amazigh des îles Canaries. Donc la Tamazra existe ici. D'une part. D'autre part, lorsqu'on parle, je parle des Amazirs, en fait, moi je parle. Alors j'évite le terme union parce que je vais reprendre le terme de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une utopie. L'union, alors moi je peux parler en termes de réseau, en termes de socialisation. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est une socialisation politique. Moi, je suis en France depuis 2001 et franchement, je suis en capacité de comprendre la sociologie de la Kabylie, même si je n'ai jamais été.
je connais les acteurs, bien évidemment pas à la perfection 100%, mais il y a 70%, 80%. Je comprends les acteurs, la dynamique culturelle, la dynamique politique, qui fait quoi, qui contre quoi, bien évidemment d'autres régions, mais c'est surtout les Kabylies parce que j'ai l'habitude justement de fréquenter des personnes, des individus de cette région-là. Et donc c'est cette socialisation-là qui m'a permis justement d'apprendre ça. Et je peux parler aussi d'autres régions parce que j'ai aussi de la Tunisie, des Tunisiens. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Tunisiens qui me parlent de leur pays, de ce qui se passe dans le pays, etc. Et qui me parlent de la culture, de la langue, voilà, de toutes les dynamiques qui en vigueur justement dans ce pays. Et je peux parler des Touaregs aussi, j'ai des amis qui m'envoient des informations concernant ce qui se passe maintenant. Et maintenant en ce moment, parce qu'il y a quand même des conflits locaux, etc. Donc moi je parle en termes on parle de réseau, et d'alliances stratégiques. Voilà, c'est ça ce qu'on est en train d'alliances stratégiques. Mettons en place quelque chose. Et surtout ne pas dire qu'il n'y a rien, parce que certainement il y aura quelque chose, mais simplement il ne faut pas préjuger. Il ne faut pas préjuger, il ne faut pas dire voilà qu'il n'y aura rien. Certes, il y aura des choses. De la même façon que hier encore, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on s'est dit que ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde, etc. Et qu'aujourd'hui encore, en fait, il y a encore des choses qui se font. D'une part. D'autre part, je suis d'accord sur dire la langue, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le véhicule de la civilisation. Si la langue, s'il n'y a pas de langue, les autres aspects aussi s'évaporent. Sur ça, je suis complètement d'accord. Mais ce que tu es en train de dire, en fait, moi je l'ai déjà entendu et je suis complètement d'accord qu'il faut faire un effort de ce point de vue-là. Il faut produire, il faut créer dans la langue d'origine, créer donc dans les différents arts, à l'université, il faut écrire des articles universitaires, il faut écrire des articles journalistiques, il faut parler, là aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux, les technologies d'information et de communication, il faut les exploiter, détourner, ou plutôt l'exploiter, le canaliser dans le sens de promouvoir cette langue-là, parce que la langue c'est quelque chose de vivant, si tu ne lui donnes pas à manger, il va mourir. Pareil, comme une plante, comme un être humain. Si je ne mange pas, je vais pas pouvoir vivre. D'accord ? Pareil, une langue, il faut la nourrir, il faut l'alimenter, je rappelle qu'il y a des contraintes internationales, qu'il y a des langues qui sont dominantes, il y a des langues qui sont dominées, il y a des langues qui disparaissent parce qu'il n'y a pas d'usager de cette langue. Voilà, donc, sinon, je voulais juste revenir sur en fait, les logiques des États nationaux. Notamment l'Algérie et le Maroc, parce que en Algérie et au Maroc, en fait, il y a, alors on connaît les mouvements panarabistes, on connaît les mouvements berbéristes, mais il y a d'autres mouvements qui se créent justement. C'est ce qu'on appelle en fait, alors en Algérie, il y a un mouvement qui se revendique justement de la Numidie historique. Alors, ce sont des mouvements nationalistes. Alors, ça, en Algérie, ça s'appelle la Numidie. Il y a des gens qui se revendiquent d'une mouvance, alors politique, culturelle, historique, pour se différencier des autres États. Au Maroc, pareil. Au Maroc, ils appellent ça Sa'raft al-Mouriyoun, les Mouriches, les morts, M-A-U-R-E. D'accord ? C'est un mouvement c'est un mouvement nationaliste, justement. Alors, je voulais juste montrer leur identité visuelle. Alors, et dans cette identité visuelle, on retrouve justement, on retrouve justement tous par exemple, les drapeaux que vous voyez ici. Ce sont des drapeaux, par exemple, ici c'est la monarchie alawite, en ce moment celle qui est la dynastie qui règne depuis presque 400 ans. Ok, ensuite il y a les Ouattassid, il y a les Mérinides, il y a les Mouahadin, et il y a il y a un drapeau, donc où il y a l'Aza, qui fait partie de cette identité, de ce bloc d'identité. Et alors, cela, donc c'est une mouvance qui a été créée récemment, donc ça date pas beaucoup il y a quelques années, et qui a été exprès justement pour aller dans le sens de briser cette union, de ce continuum géographique entre Amazigh.
Voilà. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu en ce moment, mais ça va venir parce que moi je l'entends souvent, je lis souvent leur littérature, ce qu'ils produisent en termes de propagande, afin de mettre en avant mettre en avant cette identité. Donc en plus de ce que je viens de dire, l'arabisme, l'amazighisme, donc c'est une identité qui est jaroujars mazirt, c'est-à-dire ni ni pro-oriental, ni pro-occidental, ni donc il puise justement dans l'histoire ses références pour ce qui concerne la Numidie. Bon, c'est un État, c'est une entité politique qui a existé dans le temps, dans l'histoire, et pour ce qui concerne pour les Maures, M-A-U-R-E, de le mot Mauritanie. Et donc voilà, nous sommes des, il y en a même qui, j'ai déjà entendu des gens qui sont de je suis Mauri, par exemple. Alors je rappelle que ce sont des il y en a que je connais en fait qui sont des militants mazirs, mais qui, c'est-à-dire qui se revendiquent non pas à mazir, ils rajoutent le mot Mauri. Et donc, et ça, il faut l'inscrire dans le contexte de le contentieux connaît le Maroc, l'Algérie, et c'est fait justement pour aussi se différencier, se singulariser. Voilà, donc ça aussi, juste, je voulais attirer votre attention sur l'actualité, on va dire. Merci Rachid. S'il y a une question, parce que j'ai une question pour toi aussi. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Daria. Moi j'ai pas une question, mais j'ai juste une petite remarque. Donc moi je suis née en France, je suis donc le fruit d'immigration. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous dites depuis tout à l'heure, et entre autres sur ce que dit notre ami tout à l'heure sur le fait qu'on perdait sa langue. Alors, je vois pas comment on peut se projeter sur une unité amazigh alors qu'on est les propres destructeurs de notre culture. Moi, je suis rentrée de Kabylie il y a 3 jours. On a tous remarqué depuis quelques années, et peut-être que c'est le cas au Maroc et en Tunisie, que les mentalités ont changé. Je rebondis sur le fait de ne plus porter la robe kabyle. Donc aujourd'hui, l'ouverture vers l'extérieur, moi je pense, j'ai fait une petite analyse, l'ouverture vers le monde extérieur, vers l'Europe entre autres, à travers les réseaux sociaux, à travers les chaînes européennes, pousse la jeunesse à s'habiller de façon moderne. On a l'impression que dans leur esprit, s'ils ne s'habillent pas de façon moderne, ils ne peuvent pas avancer. Moi, je me suis entendu dire, pourquoi toi qui arrives de France, tu portes la robe kabyle au village, au lieu de continuer de t'habiller à la française pour aider les femmes là-bas justement à gagner une certaine liberté. Je le comprends, sauf que moi, c'est vrai que j'ai toujours été attachée à ça. C'est le minimum que je fais, c'est de porter la robe kabyle à la maison. Et moi, quand je suis dans le village, je suis à la maison. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus aucune qui le porte. Celles qui le portent, ce sont les femmes d'un certain âge, on va dire à partir de 50 ans. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à penser que conserver sa culture, c'est s'ouvrir vers les autres. On a l'impression que si on conserve sa culture, on s'enferme. Alors est-ce que c'est l'ouverture vers l'extérieur qui a provoqué ça? Je ne sais pas. On m'a aussi expliqué que dans les grandes villes, alors dans les villages pas encore, mais dans les grandes villes de Kabylie, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, en Tunisie on a compris que la langue malheureusement était en train de disparaître, on ne parle même plus le même kabyle, il a changé. On met beaucoup le français et l'arabe avec, donc je pense qu'avant même de parler d'unité, il faut déjà nous-mêmes à notre niveau préserver notre culture sans avoir l'impression de ne pas être capable d'évoluer. Merci. C'est vrai que le rapport à la modernité, c'est-à-dire parce que le combat qu'on mène, c'est un combat aussi de résistance, qu'on résiste à une oppression, on résiste à une déberbérisation et même de dékabilisation depuis un moment. Et on a tendance à penser que en résistant, on doit garder, on doit préserver notre patrimoine. Et entre autres, par exemple, garder la robe kabyle pour les femmes. Et ce rapport est un peu délicat quand
on le projette aussi sur la modernité. Qu'est-ce que c'est que résister, donc garder comment dirais-je, sa qualité et vivre dans un monde moderne. C'est un sujet très intéressant, philosophique même, qui mérite peut-être un autre débat, mais pas celui d'aujourd'hui, et peut-être avec d'autres intervenants, spécialistes de la question, mais c'est vrai que on a tendance même parfois à dire, quand on voit une femme kabyle porter une robe kabyle, on est directement fier, on a les yeux ouverts, on dit voilà, t'as réveillé. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose d'une femme kabyle aussi, qui porte un autre style vestimentaire? Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est vrai que c'est délicat. Merci. En tout cas, merci pour la question. J'espère que ça va nous pousser à réfléchir davantage sur la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je rebondis sur la remarque de Rachid. Le fait qu'il y ait actuellement des tentatives de parasitage, c'est du parasitage, c'est bon signe parce que le combat Amazigh, il remet les choses en place, et toutes ces tentatives-là vont disparaître. C'est comme en Algérie, le Badissia Novembria, c'est des sornettes qui sont faites dans des groupuscules c'est du combat d'arrière-garde. Il y a un mouvement global, quelle que soit l'échéance. Tu disais tout à l'heure, Mziane, que c'est impossible. Dans tous les mouvements dans le monde, on n'atteint jamais la cible idéale. On se construit une cible qui n'est réelle. On se construit une cible, mais on avance en se donnant des cibles atteignables. Là où on peut aller, avec qui on peut aller. Et il y a une démarche normale de l'humanité de voir loin, mais de ne pas garder le regard vers de garder la cible, mais d'avancer avec les moyens qu'on peut. Donc le fait qu'il y ait actuellement du parasitage avec des numidistes ou des moutons, c'est bon signe parce que c'est des combats d'arrière-garde. Il y a un mouvement global vers la réappropriation de notre sous-continent. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On lui donne un nom. C'est Albert Camus qui disait ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et il faut donner des mots, mettre les mots sur notre perspective. L'autre point, Marwan, ce n'est pas, c'est de reprendre l'État pour qu'il puisse justement développer la langue amazigh en Tunisie. Et c'est pas grave si beaucoup de Tunisiens ne parlent pas d'amazigh. Leurs enfants vont créer les conditions pour que leurs enfants apprennent amazigh. C'est une langue de nos ancêtres, de maintenant et de demain. C'est d'avoir cette perspective-là. Et la langue que parlent les Tunisiens, ce n'est pas une langue étrangère, ce n'est pas une langue ennemie, c'est Tatounsi, c'est une langue de Tunisie qui est née entre Tamazight et puis l'arrivée des différentes langues arabes qui sont venues. C'est une langue de synthèse. Quand il y avait Carthage, à Carthage, ils ne parlaient pas le cananéen, ils parlaient pas. Et il y a une langue qui a été inventée par tous les 90% d'Amazighs qui habitaient à Carthage, et ça a donné le punique. Ça a donné une langue d'Afrique du Nord. Le punique était une langue d'Afrique du Nord. Donc c'est Taqanant. Et si les pieds noirs français, si les Français étaient restés 2 ou 3 siècles de plus, on aurait peut-être vu l'apparition d'une langue pied noir qui est un mélange de français, de Darja et de Tamazight. Bon, ils sont parlés plus tôt, tant mieux, donc on est chez eux. Donc, voilà, donc c'est par rapport au parasitage, c'est un indicateur de la bonne santé du mouvement amazigh, parce que, vous l'avez dit, les trois, il associe la pluralité, la notion des droits de l'homme. Ce n'est pas un mouvement racial, ce n'est pas un mouvement raciste, c'est un mouvement fédérateur de toutes les populations. Nous sommes plus de 120 ou 130 millions. Voilà. Donc le combat, il faut le mener. Un point d'espoir,
je pars pour la Kabylie et pour le Rif, il y a une véritable révolution culturelle qui se déroule actuellement. Vous allez en Kabylie, il y a des romans, il y a des revues, il y a qui sont édités presque tous les jours. On n'arrive pas à suivre, et il y a une telle capacité, il y a une fierté d'être amazigh et de produire en amazigh, et c'est ça la clé, c'est ça qui donne un espoir de lendemain meilleur. Le combat continue, comme disaient les anciens révolutionnaires, et on est sur la bonne voie. Le mouvement amazigh est sur la bonne voie, quelle que soit l'adversité. Et ce que font les États-nations, c'est des combats d'arrière-garde. Je pense que les choses vont aller au mieux. Évidemment, n'oublions pas tous les prisonniers, tous les gens qui ont été... Garder la mémoire de nos anciens, de ceux qui souffrent actuellement. Akaïla ouvrid, d'abrid rzif, d'ouvrid, nigouvrid, l'aqraris d'abrid. Il nous reste une dizaine de minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Merci beaucoup. Je vais faire une question très courte pour la tribune, mais je vais être un peu provocateur. Je suis vraiment désolé par avance d'être un peu provocateur. Voilà la kinérayem d'Akoul. Blessou Thlei. Il y a des restes de Koulon de ça. Les Français n'ont pas de. La meilleure preuve, c'est que la Guinée de la CB, l'une des premières actions, l'un des premiers ateliers, c'est l'atelier de cours et de langue berbère. La création est par exemple, pas ici malheureusement, heureusement, enfin, en tout cas pas ici, mais dans un autre lieu, on a projeté un film, une projection de débat où il y avait beaucoup de monde, d'un film en kabyle. Mais la provocation, elle arrive, c'est qu'en Guinée, je suis persuadé, je suis intimement convaincu que si ce n'était qu'un combat linguistique, on n'aurait pas tant dérangé que ça. Je le dis comme je le pense. Je pense que si c'était qu'un combat linguistique en France, en Algérie, partout, on n'aurait pas si tant dérangé que cela. Et je pense même qu'à un moment donné, les États en auraient fait une sorte de, comment dirais-je, d'atout touristique. Un peu comme quand vous allez en Alsace, vous savez, puis que les dernières nouvelles d'Alsace font la promotion de l'alsacien. Moi, je me souviens avoir été, je suis très court, je me souviens avoir vécu 3 ans en Alsace. Tous les ans, il y avait un concours organisé par le quotidien local, les dernières nouvelles d'Alsace, de langue alsacienne, de patois alsacien, écrit et parlé. Et il y a une année où celui qui est arrivé en tête avait un peu bouleversé le regard, parce qu'un Alsacien près de l'Allemagne, on s'y attend pas, c'était quelqu'un de couleur noire, c'était un black qui avait gagné le concours, et ça avait un peu bouleversé le regard. Donc, vous voyez, ils en ont même fait un peu un atout touristique. Moi, je suis intimement convaincu, et c'est une question que je pose à la tribune, que le combat berbériste en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, c'est un combat pour la liberté. C'est-à-dire que systématiquement, les marches, les manifestations, la République du Rif, en 2001, tu l'as dit, Mziane, mais en 81 et encore récemment, la plateforme d'El-Qsar, quand il y avait la Roche, systématiquement, il y a bien évidemment, sans jamais renier ça, la défense de la langue, mais ensuite, il y a un tas d'autres revendications. C'est un véritable projet politique à chaque fois que les mouvements mettent en avant. Des droits sociaux, des droits démocratiques, l'égalité femmes-hommes, la laïcité, la lutte contre l'intégrisme islamiste. Et c'est pour ça que ça dérange. Moi, je pense vraiment, parce que du coup, vous l'avez dit tout à l'heure à la tribune, ils voient en nous un projet politique véritablement concurrentiel. Si c'était qu'un problème de langue, excusez-moi de dire ça comme ça, je pense qu'on n'aurait pas tant dérangé que ça. Et alors, je vais dire quelque chose qui va contredire ce qu'a dit ma voisine, et tu as raison, ça mériterait presque un débat philosophique d'un autre temps. L'universalisme ne s'arrête pas au burnous ou à la robe kabyle ou à... Bien évidemment que c'est mieux. Alors moi je suis très content de voir quelqu'un qui porte la robe kabyle et j'adore quand tu la portes, mais c'est pas ça le problème. Le souci aujourd'hui, c'est que, comme tu l'as très bien dit, moi je préférerais presque, et je vais être un peu, encore une fois provocateur, je préférerais presque
que les filles de la salle, là, qui n'ont pas de robe kabyle, à moins que je me trompe, se lèvent demain pour ce combat identitairo-politico-culturel, sans robe kabyle, qu'on soit tous en robe kabyle ici, mais qu'on se contente de ça, quoi. Voilà. Et la question que je vous pose à la tribune, c'est en Tunisie ou au Maroc, est-ce que le combat berbériste, ce que je viens de dire, est-ce qu'il se limite à la langue ou est-ce qu'il a toujours été aussi adossé à d'autres revendications sociales et politiques? Merci. Bon, je vais vous répondre pour le premier monsieur, que la TCA elle est en train déjà de faire un grand effort pour qu'on peut enseigner cette langue en Tunisie. La TCA, c'est l'Association tunisienne de la culture amazigh. Et pour vous, monsieur, par exemple, je vais parler de mon expérience. Par exemple, je chante avec le dialecte tunisien et je chante en tamazight aussi. J'ai eu de la chance qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui m'ont compris. Si j'ai chanté avec la langue tamazight au départ, peut-être que personne n'allait pas me comprendre. Donc voilà. Peut-être qu'on est en train, par exemple pour les autres choses, les marques d'identité, si je peux dire, quand on parle de ce qu'on porte, ce qu'on mange, voilà. Tout se passe bien dans nos fêtes, dans nos... on n'a pas un grand problème avec ces trucs-là. Même quand je parle du peuple tunisien, et quand il entend cette cause amazigh, c'est quoi l'amazirité, il n'est pas fermé, il est ouvert d'esprit pour savoir d'où il vient. Et c'est ça, peut-être que la mentalité change, comme il a dit Méziane, d'un pays à l'autre. Je vois que beaucoup de Tunisiens, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont en train d'accepter cette truc sans politicien, sans rien du tout d'autre. Voilà, merci. Par rapport à la question de Thimouzra, moi je n'ai pas dit que c'est un projet impossible, mais qu'on ne s'est pas donné les moyens politiques pour le réaliser. Et je pense qu'on n'est pas prêt de le réaliser, justement. Une question que je pouvais poser en privé, mais j'aimerais bien vous faire profiter de cet échange et profiter aussi de ceux et celles qui nous suivent. En Kabylie, qui est à l'avant-garde du combat berbériste en Algérie, était évidemment à l'avant-garde du combat et un combat généralisant, donc allant même au-delà des frontières algériennes. Mais comme j'ai dit que chaque peuple avait une trajectoire un peu particulière, donc par rapport à l'environnement dans lequel il évoluait, et je parle de l'Algérie parce que je parle de la Kabylie. Donc la Kabylie a vécu évidemment en 80, a vécu 2001, a même vécu récemment les événements du Hirak, et à chaque fois elle se retrouvait isolée. Le pouvoir a réussi toujours à l'isoler du reste. Et cette déception, si je peux l'exprimer ainsi, peut-être c'est minimisant, cette déception a fait que la Kabylie a fini par se prendre en charge. Et elle a fait du combat berbériste généralisant un combat kabyliste. Un combat kabyliste qui a mené, évidemment, d'où a surgi donc une diversité kabyliste, des mouvements avec des projets, des visions différentes. L'un est autonomiste, l'autre est indépendantiste, l'autre est algérianiste. On a eu donc de nouveaux concepts. D'ailleurs, même dans l'écriture, avant on parlait de livres amazirs. Aujourd'hui, on parle de livres kabyles. Avant, on disait des films amazirs. Aujourd'hui, on dit des films kabyles. Donc, j'essaye un peu de faire un petit dessin un peu de ce qui est l'environnement politique en Kabylie. Je ne sais pas si c'est le cas au RIF. Comment est organisé politiquement le RIF? Alors pour faire la comparaison, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a des points de convergence et des points de divergence. Les points de convergence, c'est-à-dire qu'on a ce sont des régions justement qui militantes, hein, enfin frondeurs, de régions frondeuses. Ce sont des régions historiques, c'est-à-dire qui ont un fort
particularisme local et pour lequel il y a un militantisme justement pour ces deux régions respectives. Alors, pour rebondir, en fait, je suis en train d'associer, de faire la jonction entre ta question et la question de la peine. C'est-à-dire que la lutte pour le combat pour l'identité, pour la langue, justement, sont adossés justement à d'autres luttes. Au Maroc, de façon générale, et en particulier, parce qu'on ne peut pas manger la langue. La langue, ça se passe, c'est un moyen de communication, justement, qui est très important, mais il n'y a pas que ça. Aussi, on lutte justement pour des droits, pour l'égalité, pour la liberté, c'est-à-dire le partage des richesses. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une grande question qui se pose. Où va la richesse? C'est une question, je rappelle, qui a été posée par le roi. Le roi lui-même, lui, est le détenteur de 99% des richesses, et pourtant, c'est lui qui se retrouve justement à poser ce genre de questions. Il y avait même un livre qui s'appelait « À qui appartient le Maroc ?» Voilà, donc c'est à lui, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire, le combat pour l'identité, c'est un combat qui est généraliste, c'est-à-dire qui concerne tous les aspects de la vie, y compris la langue, y compris l'identité, mais pas que. Il y a aussi des droits économiques, des droits sociaux, etc. etc. Et alors, pour aller plus là, pour aller en dehors du Rif, en fait, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, une région qui s'appelle les Médoles. Alors c'est de Moyen Atlas. Alors c'est une région qui s'est battue pour, qui a fait un sitting. C'est tout un village qui a organisé un sitting pendant 8 ans. Un sitting pendant 8 ans. Ils ont pu l'animer pendant 8 ans. C'est des gens très simples, encadrés par des étudiants qui ont un peu un bagage syndical, un bagage de militantisme, et ils l'ont mené pendant 8 ans. Contre qui? Contre une mastodonte une compagnie d'exploitation minière qui appartient au groupe du roi. D'accord? Et donc cette compagnie exploite, pollue, exploite les richesses qui appartiennent à ces villageois, pollue le sous-sol, enfin la nappe phréatique, etc., etc. Et donc à la fin, justement, ils ont mis fin à ce mouvement-là. C'est un mouvement pacifique de gens, des villages, des femmes, des hommes, tout le monde contribue justement à ce moment-là. Et bien avec le drapeau amazigh. Le drapeau amazigh qui est planté au sein du village. Donc pour moi, c'est ça la mazirité. La mazirité, c'est pas simplement une langue, c'est pas simplement la langue, même si c'est la langue est très importante, elle est centrale, moi je le dis, et je suis complètement d'accord avec toi, et je fais un effort de mon côté afin justement d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire vivre la langue. Alors, donc on a parlé de points de convergence, mais il y a aussi des points de divergence. Mais alors, en Kabylie, en fait, il y a les partis politiques, même si effectivement ils ont des tendances un peu différentes. Il y a le FD, il y a le FS, il y a le MAC, il y a d'autres tendances justement qui sont revendiquées justement de toute l'Algérie, d'accord. Alors dans le Rif, il n'y a pas ça. Ils ont tout fait pour ne pas justement pour qu'il n'y ait pas ce type de parti politique qui est mobilisateur et mobilisateur dans le Rif. Alors bien évidemment la Kabylie en fait, sur ce point-là en fait, elle est très à l'avant-garde. Hein. Nous on n'est pas encore à ce niveau-là. Alors mais par contre il y a des projets, c'est-à-dire que alors la mazirité pour se limiter dans le Rif. La mazirité se déploie sous ces différentes formes. Se déploie sous forme d'un moment amazir au sens tamazra, etc. Mais aussi, ça se déploie sous forme de demande d'autonomie. Il y a un mouvement autonomiste rifin aussi qui demande justement à ce que le Rif puisse profiter de ses richesses. Ils posent la question suivante, à savoir où va l'argent qu'on voit les rifins d'Europe, de la diaspora, où va donc cet argent-là, au lieu que ce soit exploité, investi justement localement, et il est investi ailleurs. Et donc là, ils trouvent que c'est pas normal, c'est inéquitable. D'accord? C'est un moment aussi qui porte des revendications tout à fait compréhensibles et tout à fait pertinentes. Et bien évidemment, il y a d'autres moments qui vont au-delà de l'autonomie. Le Maroc, on n'a rien à voir avec le Maroc. Le Maroc nous a fait ceci, nous a fait cela, l'histoire remonte, donc je rappelle que le bombardement des villages rifins par des avions espagnols, donc il y avait la contribution de régime, la contribution de pouvoir central à l'époque, c'était le sultan. Donc comment peut-on se mettre ensemble avec un gouvernant dont le grand-père, justement, a participé à l'extermination, je dis bien l'extermination, de toute une population, parce que simplement elle a résisté
à une puissance étrangère. C'est tout à fait compréhensible, il faut les comprendre. D'accord. Donc la mazirité se déploie sous toutes ces formes-là. Et quand on parle de tamazirt, eh bien évidemment, on parle de talifite. Lorsque je dis, lorsque moi on parle de la Kabylie, effectivement, pour moi c'est des amazirs. Mais c'est vrai que lorsqu'un Kabylie qui parle de la tamazirt, il pense à la Kabylie, ce qui est tout à fait normal et humain. C'est pareil dans d'autres régions. Lorsqu'on parle de tamazirt dans le Rif, on parle de talifite. On parle de ce qu'on connaît. Et là, j'ai la chance d'être ici, en France, et d'avoir affaire à de rencontrer des amazirs de tous les coins de Tamazra, de l'Afrique du Nord. Et ben, moi, ma vision a évolué pour prendre en considération d'autres réalités qui dépassent le cadre strict du Rif, parce que le Rif, c'est un petit territoire, alors que Tamazra, c'est grand. Et donc, plus j'apprends, et donc plus j'enrichis justement ma culture. Donc, c'est ça, Tamazirt, c'est pas strictement, on ne peut pas la restreindre, on ne peut pas la limiter dans un cadre très petit. La mazirte, c'est tout ça à la fois. C'est un combat syndical, c'est un combat politique, un combat artistique, c'est un combat des femmes à l'égalité homme-femme, c'est un combat aussi pour l'aménagement du territoire et un projet politique d'indépendantisme et d'autonomisme et de fédéralisme. Il y en a qui parlent aussi de fédéralisme. Il y a tout, après, bon, c'est à l'avenir justement de juger et de trancher ces questions-là. D'accord ? Mais ce sont des tendances qu'il faut comprendre. Ce sont des tendances qu'il faut comprendre. Après, il y a des régions qui sont plus à l'avant-garde, d'autres qui sont, on va dire, pas à l'arrière-garde, mais en tout cas, ils sont sur le chemin. Tout à l'heure, on parlait de la Tunisie, mais à la Tunisie, il y a quelques années, on n'entendait pas du tout parler des Amazigh tunisiens. Aujourd'hui, non, il y a un tissu associatif, il y a des acteurs associatifs qui luttent avec leurs manières, avec leurs moyens. On parle de l'enseignement, on parle de tout ce qui est artistique, projection de films, fabrication, création de films, etc. Donc, il faut être optimiste, voilà. Il faut être optimiste, il ne faut jamais dire que non, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Simplement, il faut voir. Donc, aussi le voyage, alors moi, ce que je recommande, même moi, je me le recommande à moi-même, c'est de voyager et de voir qu'il y a d'autres réalités, de voir des réalités que nous ne connaissons pas. Et donc, je parle toujours, alors la question de l'union, moi honnêtement, c'est pas l'union que je choisirais comme terme pour caractériser cette socialisation. Moi, je dirais un réseau. On est amené, donc Mziane, je le rencontre souvent lors des occasions de manifestations, mais aussi de rencontres intellectuelles, mais aussi de défense des droits humains, etc. Et ainsi de suite pour les autres aussi. Donc c'est une socialisation, c'est un réseau. On reste en contact en cas de projet et travailler sur des projets. Voilà. Autre chose que c'était au lieu de parler de Wayne Zamzamazir, moi je l'ai constaté lors de la dernière manifestation où il ne suffit pas de dire ça pour être un mazir, ou il ne suffit pas de porter le drapeau mazir pour être un mazir. Non, il faut travailler. Et travailler autour des projets concrets, parce que c'est ça ce que les gens attendent. C'est pas simplement de la parole, de la com, c'est aussi du travail concret qu'il faut donner, qu'il faut offrir. Il faut que notre l'offre à Mazir soit étoffée avec des projets, des idées à réaliser. Et des projets, donc, bien évidemment, au bénéfice de ce public. Il y a un public demandeur. Tout à l'heure, on parlait des jeunes qui veulent apprendre la langue. Voilà, c'est un projet concret. Donc, voilà, donc essayons d'être plus concrets dans nos façons de faire, dans nos façons de militer, parce que militer, c'est pas simplement savoir dire, se revendiquer de telle ou telle culture, mais c'est aussi savoir écrire, savoir réaliser des films, savoir écrire un livre, écrire des articles, savoir parler lors des occasions, je ne sais pas, manifestation, ça peut être d'autres occasions, mais en tout cas, on est tous censés être ambassadeurs de sa propre culture. Voilà. Lorsqu'on parle de Idir, c'est-à-dire on parle de lui en tant qu'ambassadeur de la mazirité, l'ambassadeur de la culture amazigh. Et bien évidemment, la culture kabyle. Pour moi, c'est automatiquement, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est ça le combat. Merci. Merci Rachid. Nous allons passer la parole à Marwan pour le dernier mot, parce qu'on est arrivé à la fin de ce débat quand même. On est là depuis plus d'1h30, je pense 1h40. Ça va. Les deux femmes qui sourient. C'est vrai qu'on a tardé un petit peu. Je pense qu'on s'est rendu compte un peu tard. Mais bon, c'est vrai que chaque peuple a sa trajectoire dans son environnement.
Mais je pense que, comme c'est des peuples qui vivent encore dans la résistance et qui ont besoin de soutien, peut-être que Tiferet, l'avenir est dans la convergence des luttes entre tous ces peuples qui partagent quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que pour celui d'exister, en toute liberté. Marouane, une petite suggestion pour le mot de la fin, un morceau d'une de tes chansons rap. Bon, je ne sais pas avec quelle langue. Une chose ancienne ou bien une chose qui n'est pas encore sortie? On ne connaît pas encore sorti. Comment t'es tunisien qui m'a dit. اوكي. تايه في ارض بلادي هوني نلوج على الاصول واش معنى زبين الميمه امازيغي من الجذور. انا ارضك انا ترابك انا النسمه انا النور انا الحق ديما عايش حتى كان تحت القبور. هاو قالوا هذا شكون انا منبت الاصول صامت كيف دي هي من اكاسوس الابو الهول. لنا دولة الشر وسيستم سكيزوفرين صحرا جبل البحر عرب الاصل واللسان. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Il y a évidemment une collation là-haut, au premier étage. Là, on peut aussi continuer les discussions si vous voulez. Merci. Merci d'être là. Merci de participer à ce débat.